Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de trois grands pionniers de la chimie. Nous allons nous arrêter à trois stations historiques pour la chimie. À la première, nous allons nous arrêter avec un libérateur de l'intellect chimiste, M. Friedrich Wöhler. Et à la seconde, avec un quantificateur de cet intellect qui l'a doté et qui lui a permis d'user des méthodes physiques en chimie. À la troisième station, nous allons nous arrêter avec un guide de cet intellect qui lui a fourni une constante magique, une constante universelle magique pour un chimiste. Allons-y. Dans cette première station, nous allons parler de Friedrich Wöhler, mais avant de parler de ce grand et ce géant, nous allons commencer par Jacob Berzelius. Jacob Berzelius, dans son traité de chimie, publié en 1827 et traduit en français en 1831, il mentionne explicitement le concept de force vitale. Une force invisible, d'origine inconnue et de nature mystérieuse. Cette force est la seule qui est responsable de la synthèse de la matière organique. Cette force est la seule chose qui permet le passage de l'inorganique à l'organique. Et que cette transformation ou ce passage n'est pas accessible à l'homme. La force vitale était un paradigme à l'époque. Je rappelle qu'un paradigme, c'est une représentation, une vision du monde, un modèle de pensée. C'est donc une conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée. Et donc vous voyez que la matière se divisait en deux, matière inanimée comme l'acide chlorhydrique, l'ammoniac, le sel de cuisine, l'eau, etc. Et il y avait de l'autre côté la matière organique comme le sang, la salive, la sève dans les plantes, l'urée, etc. Et donc, à cette époque, les gens, je veux dire les chimistes, étaient plutôt vitalistes. Ils étaient persuadés que la matière vivante se conformait à des lois autres que celles qui gouvernent la matière inanimée. Alors que tous les chimistes étaient absolument convaincus de la vérité et la cohérence de ces lois, de leur paradigme, Friedrich Wöhler, que j'appelle le libérateur, a pu synthétiser dans son laboratoire un composé organique à partir de composés inorganiques. Friedrich Wöhler, pendant le chauffage d'un composé appelé cyanate d'ammonium, il vit que des cristaux s'étaient formés. Ces cristaux rassemblaient à ceux de l'urée. Cette réaction est issue de la combinaison de l'acide cyanique et de l'ammoniac. Et donc Wöhler synthétisa ainsi, dans son laboratoire, l'urée à partir de substances minérales selon la réaction que vous voyez à l'écran. Et donc, il a rendu les choses à leur place. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de force invisible, mais la matière se conforme aux mêmes lois physiques de la nature. Là, nous avons
Ça, c'est un timbre postal qui est émis pour commémorer l'anniversaire de l'extinction de Euler. Et c'est en hommage à cette mémoire que ce timbre a été émis par la Poste. Pour la deuxième station, nous allons nous arrêter avec un quantificateur. Antoine Laurent Lavoisier. Nul ne peut nier la contribution fort intéressante d'Antoine Laurent Lavoisier à l'avènement de la chimie moderne. Pour bien remettre les choses dans l'ordre, il faut revenir, là aussi et encore une fois, sur les théories admises par les chimistes avant Lavoisier, et notamment la théorie de George Stahl. La théorie du phlogistique est une théorie scientifique obsolète concernant la combustion. Elle a été développée par George Stahl et on a longtemps cru que la chaleur était constituée d'un fluide que l'on avait nommé le phlogistique et que l'on avait associé au feu. La perte de masse résultant d'une combustion était attribuée au départ du phlogistique. La théorie affirme que tous les matériaux inflammables contiennent du phlogiston, une substance incolore, impondérable, qui serait dégagée en brûlant. Par exemple, le charbon ou le dihydrogène contiennent du phlogistique presque pur. C'est comme ça qu'il pensait. C'est pour cette raison d'ailleurs que Joseph Priestley, quand il découvrit l'oxygène, il le baptisa air déphlogistifié. En 1772, Lavoisier se procure une once de phosphore le plus pur existant, c'est-à-dire 30 grammes et demi de phosphore le plus pur. Il le calcine et vérifie sans peine le phénomène. Il élabore un protocole d'expérience très précis. D'abord, il pèse tout, le phosphore d'un côté et la bouteille de l'autre, puis le phosphore dans la bouteille, qui est hermétiquement fermée. Il met ensuite la bouteille sous une cloche de verre, à l'aide d'une grosse loupe pour concentrer les rayons de lumière. Il calcine le phosphore, dont une partie s'en va en fumée et se condense en flocons. Aussitôt que le système est refroidi, Lavoisier observe et mesure le niveau de mercure qui a monté dans la cloche. Lavoisier reprend l'expérience avec du soufre. Le résultat coïncide parfaitement bien avec celui obtenu antérieurement, avec le phosphore. La théorie du phlogistique est devenue caduque après la découverte de l'implication de l'oxygène de l'air dans le processus de combustion par Antoine Laurent Lavoisier. Et c'est à lui qu'il faut rendre l'introduction de l'esprit de la physique en chimie. Alors, comme dans son métier de financier et gestionnaire, où il établit des bilans, il tente d'équilibrer les quantités de chaleur dégagées lors de la réaction chimique qu'il étudie. Sa méthode est comparable à celle des comptables. On pèse tout ce qui entre et tout ce qui sort de l'espace où a lieu la réaction. Et d'un autre côté, contrairement aux minutieuses balances des bijoutiers, parce que c'est Lavoisier qui a introduit l'utilisation de balances très précises, celles des chimistes à l'époque n'étaient pas d'une très grande précision. Mais Lavoisier, lui, il voulait des balances qui n'existaient même pas à son époque. Il pousse donc deux fabricants parisiens à en concevoir de nouvelles. Les balances sont appréciables et mues d'une lunette fixe qui permet de lire la position de l'aiguille sur un cadran gradué. À vrai dire,
ces balances sont les meilleures et les plus précises de l'époque. Par exemple, la balance conçue par Mimier est sensible à 5 mg pour une portée de 600 g. Et l'autre balance que Lavoisier a fait construite possède une précision de 25 mg pour 10 kg. Donc, muni de telles balances, Lavoisier fournira des données expérimentales très précises selon Louis Pasteur, qui dit au sujet de Lavoisier: la méthode de Lavoisier a permis à tout esprit juste de faire des découvertes en chimie, mais la grande caractéristique de l'œuvre de Lavoisier est l'introduction dans la chimie de l'esprit de la physique. Et chaque fois qu'on entend le nom de Lavoisier, on se rappelle de cette équation magique: rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. La troisième station, nous l'avons consacrée à Amédée Avogadro, qui pour nous est un vrai guide de l'intellect chimiste. Amédée Avogadro a proposé son hypothèse en 1811. Cette découverte a démontré la différence entre les atomes et les molécules d'un côté, comme elle a marqué d'un autre côté une période importante dans l'évolution de la chimie. Son hypothèse est la suivante: des volumes égaux de gaz différents, aux mêmes conditions de température et de pression, contiennent le même nombre de molécules. Cette hypothèse a été le résultat d'un raisonnement extrêmement brillant. En premier lieu, les gaz sont compressibles et dilatables. Donc, il existe sûrement de grands espaces entre les molécules. En deuxième lieu, les gaz ont les mêmes lois de compressibilité, loi de Mariotte, et de dilatation, loi de Gay-Lussac. Il en découle qu'ils doivent avoir le même nombre de vides. Dans un volume donné, si donc le nombre de vides est identique, alors le nombre de molécules est aussi identique. Non seulement cette considération permettait à la loi de Gay-Lussac de s'accorder avec la théorie daltonienne, mais elle conduisait en outre à l'hypothèse essentielle des volumes égaux de gaz différents dans les mêmes conditions de température et de pression renferment le même nombre de molécules. À cette époque, assurer qu'à pression et à température égale, il y a autant de particules dans un litre d'air que dans un litre d'acide chlorhydrique, par exemple, c'était équivalent à s'exposer de la part du mandarinat scientifique à un démenti retentissant ou à un silence dédaigneux. Ce fut le dédain qui prévalut. À l'époque, l'hypothèse a été très mal reçue par les chimistes, car elle manquait de fondement expérimental et la différence entre les atomes et les molécules, il faut dire qu'il n'était pas très clair à l'époque. Ampère reprend l'hypothèse en 1814, mais elle ne fut pas toujours reconnue. Et ce n'est qu'environ 50 ans plus tard, en 1860, 2 ans après la mort d'Avogadro, que Stanislas Cannizzaro, un élève d'Avogadro, réussit à faire triompher l'hypothèse de son maître au congrès international, dans un congrès international de chimie qui a été tenu en Allemagne. Grâce à cette découverte, nous savons qu'un atome n'équivaut pas à une molécule. L'hypothèse nous a aussi démontré que des gaz différents en même quantité, dans les mêmes conditions de température
et de pression contiennent la même quantité de molécules. La persévérance et le génie d'Avogadro font partie des fondements de la chimie moderne. Sans le nombre d'Avogadro et son hypothèse, la chimie moderne n'aura plus ni la même capacité de prédire quantitativement les proportions des réactifs et des produits, ni la même appréhension de l'acte chimique. Je vous remercie pour cette écoute et à la prochaine vidéo.